Pendant 16 mois, 24 heures sur 24, une main-d'œuvre de 10 000 hommes a manié des marteaux sur du granit solide à une altitude de 7000 pieds. Chaque jour, ils n'avançaient que d'un seul pied à travers des hivers qui menaçaient de les ensevelir vivants. S'étirant sur 1659 pieds directement à travers la colonne vertébrale montagneuse de la Californie, le tunnel du sommet a nécessité de faire sauter de la roche si dure que même la poudre noire pouvait à peine l'entailler. Ils ont travaillé dans une montagne qui faisait des morts à la douzaine à chaque chute de neige. Ils ont enduré des conditions qu'aucun ingénieur ferroviaire américain ne croyait surmontables. Le projet fut finalement achevé, mais il a failli détruire chaque homme impliqué. À la fin, vous comprendrez pourquoi la Sierra Nevada a été surnommée le Dragon. Et pourquoi 12 000 immigrants chinois ont dû la réveiller avec de la nitroglycérine et des marteaux. Nous découvrirons comment ils ont réussi à poser une voie ferrée à travers une montagne qui aurait dû être infranchissable. Et nous ferons le compte précis du prix qu'ils ont payé pour cet exploit. L'énigme du fou. Théodore Judas a dû relever un défi. En réalité, un défi long de 400 miles. Les pics granitiques de la Sierra Nevada forment l'épine dorsale de la Californie. Un mur de roche de 7000 pieds séparant l'or californien du reste des États-Unis. Quiconque avait jamais vu ces montagnes reconnaissait la même vérité fondamentale. On ne construit pas une voie ferrée à travers elles. On les contourne via le Panama ou l'Amérique du Sud, n'importe où, sauf à travers cette barrière de pierre. Cependant, Judas n'était pas un homme ordinaire. À 34 ans, c'était un ingénieur civil connu pour avoir des rêves trop ambitieux. On l'appelait Judas le fou. Pas en chuchotant, mais directement, en face, parce que ce n'était pas sa première obsession. En 1856, il avait déjà construit le Sacramento Valley Railroad, le premier chemin de fer à l'ouest du Mississippi, s'étendant sur 22 miles de Sacramento à Folsom. Il a commencé à parler d'un chemin de fer transcontinental avant même que les voies ne soient posées, et n'a jamais cessé de le défendre. La nation faisait également face à une crise. L'année était 1860, juste 12 mois avant que la guerre civile ne déchire le pays. La Californie existait en isolement. Un voyage d'une semaine vers Panama, puis une traversée terrestre à travers des jungles grouillantes de maladies, suivie d'un autre bateau vers New York. Le voyage transcontinental prenait 118 jours et coûtait presque $1000, et il pouvait très bien être fatal. Et en effet, des gens mouraient. Fièvre jaune au Panama, épidémie de choléra et naufrage. Le passage maritime vers la Californie était devenu un cimetière. Dans les années 1850, des milliers d'argonautes, les chercheurs d'or de la ruée vers 1849, avaient bravé ce voyage. Beaucoup n'ont pas survécu. Ceux qui ont survécu ont découvert l'or, ont fondé Sacramento et ont planté les graines de la civilisation dans le désert. Mais ils se sont retrouvés coincés là-bas. La Californie était séparée du reste des États-Unis par un continent, avec seulement des montagnes et des déserts entre les deux. En même temps, le Comstock Lode du Nevada saignait de l'argent. 13 millions de dollars de fret par an, sans méthode efficace pour le transporter vers l'Est. Ni les diligences, ni les trains de chariots ne pouvaient gérer le volume massif. L'Ouest regorgeait de richesses, et l'Est avait un besoin pressant de cette richesse. Pourtant, la Sierra Nevada se dressait entre eux comme une barrière verrouillée, et personne ne possédait la clé. En juillet 1860, un épicier de Dutch Flat, nommé Doc Strong, a demandé à Judas de gravir le col Donner. Vous reconnaissez ce nom, Donner? C'est l'endroit même où le convoi Donner s'est retrouvé bloqué 20 ans plus tôt. 87 personnes ont été piégées par la neige pendant l'hiver 1846-47. 48 ont survécu, tandis que les autres sont morts de faim ou de froid, et certains ont eu recours au cannibalisme. C'était le col où Judas devait tracer une route de chemin de fer. Cependant, en atteignant le sommet, Judas a observé quelque chose qui avait échappé à tous les autres. La majeure partie de la Sierra Nevada présente une double crête, 2 sommets avec une vallée entre eux. Cela nécessiterait 2 ascensions, ce qui signifie 2 pentes sévères pour une machine à vapeur, doublant l'effort d'ingénierie et la dépense. Doublant le risque d'échec,
Pourtant, le col d'honneur n'avait pas de double crête. Au contraire, il offrait une ascension unique et ininterrompue. On montait jusqu'au sommet, puis on descendait directement de l'autre côté en suivant la rivière Truckee. Il avait découvert son passage, le seul passage réalisable. Localiser le tracé et le construire présentait des défis distincts. Il avait besoin de fonds substantiels et de personnes prêtes à risquer leur richesse sur la vision apparemment insensée de Judah. À Sacramento, il découvrit 4 hommes d'affaires. Leland Stanford, un avocat et chercheur d'or infructueux qui avait lancé une épicerie. Collis Huntington, qui vendait de la quincaillerie. Et Mark Hopkins, l'associé de Huntington. Charles Crocker, le plus âgé d'entre eux, était un marchand de tissus et de mercerie. Ils se faisaient appeler les associés, mais l'histoire les surnommerait plus tard les 4 grands. Ces propriétaires de magasins de Sacramento n'étaient ni experts en chemin de fer, ni ingénieurs, simplement des commerçants qui avaient saisi une opportunité. Ils contribuèrent chacun 15 $ pour financer une étude approfondie. Ce n'était pas une grosse somme, mais elle suffit à démontrer la faisabilité. Au cours de l'été 1861, Judah et ses équipes mesurèrent méticuleusement chaque centimètre du tracé proposé. Équipés de théodolites et de chaînes, les géomètres escaladèrent les sommets, traversèrent les canyons et cartographièrent le terrain apparemment impossible, confirmant ce que Judah avait toujours soupçonné. Le projet était viable. Le 1er juillet 1862, le président Abraham Lincoln promulgua le Pacific Railroad Act. En pleine guerre de sécession, Lincoln avait besoin de l'or de la Californie et de l'argent du Nevada. Les territoires de l'Ouest, fidèles à l'Union, avaient un besoin urgent du chemin de fer. La loi autorisa 2 sociétés à construire des lignes en se dirigeant l'une vers l'autre depuis des côtes différentes. L'Union Pacifique fut chargée de construire vers l'ouest depuis Council Bluffs dans l'Iowa, tandis que le Central Pacific de Judah progresserait vers l'est depuis Sacramento. La compétition commença. Un plus grand kilométrage signifiait des profits plus élevés, car le gouvernement fédéral offrait 16 000 $ par mile pour les terrains plats. Pour les zones situées entre les chaînes de montagnes, le tarif était de 32 000 $ par mile. À travers les montagnes elles-mêmes, il atteignait 48 000 $ par mile. De plus, des concessions de terre accordaient 6 400 acres pour chaque 10 miles de voie achevée, puis portées à 12 800 acres. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Ce système de compensation donnait aux 4 grands une forte motivation pour désigner le plus de miles possible comme montagneux. 48 000 $ par mile comparé à 16 000 donne 3 fois plus de profit. Ainsi se posa la question cruciale. Où précisément commencent les montagnes? La détermination fut confiée à un géologue d'État nommé Josiah Whitney. Les 4 grands s'assurèrent que Whitney comprenne bien où se trouvaient ses intérêts. La base définie de la Sierra Nevada fut déplacée vers l'ouest, ce qui fit que des zones auparavant plates furent classées comme constructions montagneuses. Ce profit plus élevé par mile était la préoccupation principale, et aucun d'eux n'avait encore commencé la construction réelle. Theodore Judah, qui avait résolu l'énigme, tracé le chemin et rendu tout possible, allait bientôt disparaître de son propre récit. Le 8 janvier 1863, ils commencèrent la construction au bas de la rue K à Sacramento. Il y eut des cérémonies, des discours et des festivités. Judah aurait dû être joyeux, mais il était furieux. Les 4 grands prenaient déjà des raccourcis, faisaient des choix sans le consulter et privilégiaient le profit au détriment de la solidité technique. Il l'avait anticipé et écrivit une lettre à un ami. J'ai affronté un chemin difficile. J'ai appelé un chat et j'ai provoqué un conflit. La collaboration se désagrégeait. En tant qu'ingénieur, Judah se souciait de construire quelque chose de durable. Les 4 grands, en tant qu'hommes d'affaires, se concentraient sur la maximisation des profits avant que les concurrents ne le fassent. Avec des priorités et des visions différentes pour le même chemin de fer, Judah embarqua sur un navire à destination de New York en octobre 1863. Son intention était de trouver de nouveaux bailleurs de fonds, peut-être le capital de Vanderbilt ou des fonds de chemin de fer de l'Est, pour racheter les parts des 4 grands et reprendre le contrôle.
Il n'atteignit jamais sa destination. Lors de la traversée de l'isthme de Panama, il tomba malade de la fièvre jaune. Le 2 novembre 1863, à seulement 37 ans, Féodor Juda décéda dans une chambre d'hôtel à New York, dans les bras de sa femme Anna. L'ironie cruelle. Si le chemin de fer transcontinental que Juda s'était efforcé de créer avait déjà existé, il aurait pu traverser le pays en 6 jours. Au lieu d'emprunter la dangereuse route de Panama, le chemin de fer même dont il avait rêvé aurait pu lui sauver la vie. Le chemin de fer transcontinental qu'il avait conçu ne fut achevé que 6 ans plus tard. Il ne le verrait jamais, ne voyagerait jamais en train à travers le col qu'il avait découvert. L'homme qui a rendu cela possible est mort avant qu'un seul rail ne soit posé à travers la Sierra Nevada. Peu après son décès, la première locomotive du Central Pacific, le Governor Stanford, effectua un essai sur les premiers 500 pieds de voie à Sacramento. Les Big Four continuèrent sans relâche. Ils avaient un chemin de fer à construire et un dragon à conquérir. Cependant, ils devaient d'abord trouver des individus assez fous pour brandir des marteaux à travers 16 pieds de pure difficulté. Le problème avec le granit, c'est qu'il reste indifférent à vos ambitions. Le tunnel numéro 6, connu sous le nom de Summit Tunnel, était la pièce maîtresse de toute la traversée de la Sierra. Il consistait en 1659 pieds de granit solide de Donner à une altitude de 7030 pieds, ce qui en faisait le tunnel ferroviaire le plus haut du monde. Aucune alternative n'existait. La seule route à travers la Sierra Nevada passait directement par le cœur de cette montagne. Laissez-moi mettre cela en perspective. 16 pieds, équivalent presque à la longueur de 5 terrains de football. Mais vous ne creusez pas dans de la terre ou même de la roche normale. Le granit de Donner fait partie des pierres les plus dures d'Amérique du Nord. La poudre noire, l'explosif standard des années 1860, la rayait à peine. Un trou de forage de 4 pouces, la taille nécessaire pour y placer les explosifs, prenait 8 heures à creuser. 8 heures de travail de 3 hommes en équipe. Un homme tenait une barre de métal incurvée en place, tandis que 2 autres la martelaient à coups de masse dans la roche, les marteaux résonnant comme des cloches d'église dans l'obscurité. Et ce n'était qu'un seul trou. Il fallait des dizaines de ces trous pour faire des progrès. Explosez, déblayez les débris, mesurez votre avancée, des pouces lors d'une bonne journée, juste des pouces. Faites le calcul. 8 heures par trou, des dizaines de trous par explosion, explosez 3, peut-être 4 fois par jour. Avec de la chance, vous dégagiez les morceaux de granit brisés, les pelletiez dans des chariots, les transportiez hors du tunnel et les déversiez quelque part. Mesurez ce que vous avez gagné. 6 pouces, 8 lors d'une journée exceptionnelle. Peut-être un pied, avec 1659 pieds à faire. Faites le calcul. Vous parlez de plusieurs années. À leur rythme actuel, ils faisaient face à plus de 4 ans. 4 ans d'hiver, 4 ans d'hommes qui meurent, 4 ans de l'Union Pacifique qui prend de l'avance. Ajoutez maintenant l'altitude. À 7000 pieds d'altitude, l'air est plus rare, 25% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Vos poumons travaillent plus dur, vos muscles se fatiguent plus vite, et les conditions de travail sont loin d'être confortables. Vous êtes à l'intérieur d'une montagne, sombre, humide, froid. La seule lumière vient des bougies et des lampes à huile. La poussière remplit votre bouche. Les particules de granit se déposent dans vos poumons. Et la percussion constante du métal sur la pierre résonne. Mais l'altitude n'était pas le pire. Le pire était l'hiver. Le col d'Honneur en hiver est un enfer d'un autre genre. La neige arrive dès septembre et reste parfois jusqu'à fin juin ou juillet. L'hiver 1866-1867, au plus fort de la construction du tunnel, fut l'un des plus rigoureux jamais enregistrés. 44 tempêtes, dont beaucoup déversaient 6 pieds de neige à la fois. L'accumulation totale atteignit 40 pieds, ensevelissant tout le chantier. Les températures sont descendues en dessous de zéro. Les rafales de vent dépassaient 100 miles par heure. Et chaque fois que le vent se levait, les montagnes commençaient à tuer des gens. Les avalanches étaient ce à quoi les ingénieurs ne s'étaient pas préparés. Des coulées de neige dévalaient les pentes, emportant des camps entiers. Des ouvriers furent enterrés vivants.
L'historien Edwin Sabine, qui a documenté la construction, écrivit ceci au printemps. À mesure que la neige diminuait, les cadavres gelés des ouvriers apparaissaient, encore debout, leurs outils dans leurs mains semblables à du marbre. Pensez à cette image. Des hommes figés en plein mouvement de marteau, tenant encore leur marteau, conservés dans la glace jusqu'à ce que le dégel révèle ce que la montagne avait pris. Pour construire ce chemin de fer, la centrale Pacifique avait besoin de 5000 ouvriers. Pourtant, le plus grand nombre qu'ils aient jamais employé via des travailleurs blancs était seulement de 800, et ces personnes ne restaient pas longtemps. Le travail était excessivement exigeant et les salaires insuffisants. Les ouvriers atteignaient souvent les mines d'or, puis disparaissaient. L'entreprise perdait des employés plus vite qu'elle ne pouvait en embaucher de nouveaux. Ainsi, Charles Crocker, qui supervisait la construction, prit une décision surprenante. En février 1865, il embaucha 50 immigrants chinois à titre d'essai. Tant les employés blancs que le contremaître s'y opposèrent, exprimant tous la même opinion. Les ouvriers chinois étaient trop petits, faibles et manquaient d'expérience pour les tâches ferroviaires. James Trowbridge, le contremaître de Crocker, s'opposa fermement à ce choix. Il soutenait que les Chinois étaient incapables de travaux lourds et ne pouvaient satisfaire aux exigences physiques. La réponse de Crocker devint légendaire. Ils ont construit la Grande Muraille de Chine, non? Les critiques se trompaient. Ces 50 ouvriers surpassèrent tous les autres. Ils ne se plaignirent jamais, n'abandonnèrent jamais leur poste et travaillèrent plus assidûment et intelligemment que les équipes blanches. Ils arrivaient ponctuellement, obéissaient aux directives et achevèrent la tâche en 1867. La Central Pacific employa alors entre 10 000 et 14 000 ouvriers chinois le long de la ligne. Constituant 90% de l'ensemble de la main-d'œuvre de la Sierra, la plupart venaient du delta de la rivière des Perles, dans la province du Guangdong, fuyant la misère et les conflits civils. Ils voyagèrent jusqu'en Californie pour subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays. Leur salaire mensuel était de 31 $, identique à celui des ouvriers blancs. Cependant, les employés blancs bénéficiaient en plus du logement et des repas, tandis que les travailleurs chinois devaient assumer leurs propres frais de nourriture. Considérez les coûts pour le logement et l'équipement. Sur 31 $ mensuels, déduisez la nourriture, le loyer dans les baraquements de l'entreprise et les frais d'outils. Ils en tiraient probablement environ 20 $. Pour seulement 20 $ par mois, ils mettaient leur vie en danger à l'intérieur d'une montagne. Voici la méthode par laquelle ils construisirent le tunnel. Ils formaient des groupes de 12, chacun avec un superviseur anglophone et un cuisinier. Travaillant 24 heures sur 24 par roulement de 8 heures, 3 ouvriers maniaient une perceuse. L'un tenait la tige, tandis que 2 autres brandissaient des marteaux. Les pauses n'avaient lieu que lorsque le porteur de thé arrivait, un jeune homme avec un joug chargé de cruches de thé. Leur progression quotidienne était d'un pied, à l'aide d'outils à main et de poudre noire. Un seul pied avançait à travers 1659 pieds de granit. En avançant à ce rythme, terminer le tunnel aurait nécessité plus de 4 ans. Pourtant, il manquait de ce temps. L'Union Pacific avançait vers l'ouest, à travers les plaines, réalisant 4 fois plus de progrès que la Centrale Pacifique. Chaque mile que l'Union Pacific installait était un mile que la Centrale Pacifique ne pouvait s'approprier, coûtant au Big Four entre 16 000 et 48 000 $ par mile. En conséquence, ils firent un choix périlleux. Utiliser la nitroglycérine. En avril 1866, 3 caisses de nitroglycérine, un nouvel explosif découvert par un chimiste italien 2 décennies plus tôt, arrivèrent en Californie depuis New York. Elles possédaient 5 fois la puissance de la poudre noire et étaient 5 fois plus mortelles. Le 16 avril 1866, une caisse développa une fuite, attirant l'attention d'un employé de Wells Fargo. Au bureau de Montgomery Street à San Francisco, il prit un marteau et un ciseau pour l'ouvrir et examiner l'origine de la fuite. La détonation fut immédiate, tuant tous les occupants à l'intérieur, aplatissant le bureau et secouant les fenêtres jusqu'à un quart de mile de distance. 15 personnes périrent sur le coup. La Californie interdit rapidement l'expédition de nitroglycérine liquide. Pourtant, la Centrale Pacifique en avait besoin.
Par conséquent, ils employèrent un chimiste britannique, James Howden, pour la produire sur place au tunnel, mélangeant le composé frais chaque jour. Manipuler un explosif si instable qu'un regard sévère pourrait le déclencher. Réfléchissez aux implications de cela. Chaque jour, à l'aube, Howden mélangeait du glycérol avec des acides nitriques et sulfuriques pour produire un liquide mortel. Une seule mesure mal calculée, une étincelle involontaire ou un simple instant d'inattention pouvait anéantir lui-même et quiconque dans un rayon de 15 mètres. Il a exécuté cette routine dangereuse quotidiennement pendant des mois, produisant suffisamment de nitroglycérine pour démolir des centaines de pieds de granit. Le nombre d'incidents évités de justesse reste inconnu. Il n'existe aucun document à ce sujet, donc nous sommes dans l'ignorance. Oh, mais cela s'est avéré fructueux. Des progrès furent réalisés, mais le prix augmenta en conséquence. Les explosions imprévues devinrent de plus en plus fréquentes. Des ouvriers furent soudainement déchiquetés sans avertissement. Selon un récit, le 19 juin 1867, une explosion formidable à l'intérieur d'un tunnel coûta la vie à un ouvrier caucasien et à 5 ouvriers chinois. Un autre rapport détaille un effondrement durant lequel 2 explosifs non détonés explosèrent lorsque les ouvriers furent autorisés à réintégrer le tunnel. En cette fraction de seconde, entre 10 et 20 personnes périrent. S'arrêter n'était pas une option, car la cessation leur coûterait la compétition, leurs finances et tout le reste. Par conséquent, ils élaborèrent un plan. Leur solution était sévère. Depuis le sommet de la montagne, ils percèrent un puits vertical directement vers le bas pour intersecter le tracé du tunnel. Cette excavation mesurait 75 pieds de profondeur et avait des dimensions de 8 pieds sur 12 pieds. Pendant 85 jours, ils taillèrent le granit depuis le sommet, visant à atteindre l'emplacement exact du tracé du tunnel. Une fois terminé, cependant, ils purent avancer dans le tunnel sur 4 fronts simultanément. Au portail est et au portail ouest, plus 2 équipes opérant depuis le milieu, l'une avançant vers l'est, l'autre vers l'ouest. Ils déployèrent une locomotive modifiée au sommet du puits pour évacuer les déblais, tandis que 4 phases de tunnel progressaient en parallèle. Le rythme s'accéléra. Ce qui était autrefois 1 pied par jour doubla pour atteindre 2 pieds, puis augmenta à 3. Pourtant, le péril ne diminua pas. Au contraire, il grandit exponentiellement. La montagne continua son assaut contre ces hommes qui travaillaient sans voir la lumière du soleil. Curieux de la vie à une altitude de 7000 pieds, au milieu de l'hiver le plus rigoureux jamais documenté, c'était Summit Camp, la résidence des ouvriers chinois. Des structures en bois, d'1 à 2 étages, furent conçues pour résister à d'immenses chutes de neige et érigées juste au-delà du portail est du Summit Tunnel. Ce camp resta actif de 1865 à 1869, survivant à la plupart des autres camps de construction en raison de l'excavation prolongée du tunnel. Imaginez ce que signifie vraiment 40 pieds de neige. La traversée à pied est impossible. Creuser des chemins est désespérément lent, car la neige s'accumule plus vite que tout pelletage ne peut suivre. Ainsi, les ouvriers creusèrent des tunnels à travers la couche de neige elle-même, permettant le déplacement de leurs logements au chantier. Ils créèrent des passages menant à la salle à manger et d'autres aux installations de stockage. Leur existence était souterraine. Non seulement ils travaillaient sous la montagne, mais ils résidaient aussi sous la surface de la neige. Pendant l'hiver, beaucoup de ces hommes voyaient rarement le soleil en se déplaçant pendant des mois entre leur demeure et les tunnels cachés sous la neige. Pendant des mois. Essayez d'imaginer des mois sans lumière solaire. Vous vous levez dans des baraquements sombres à 4 heures du matin, puis vous traversez un tunnel de neige si bas que vous pouvez à peine vous tenir debout. La glace recouvre les parois, et la seule illumination vient de la lanterne que vous tenez. Vous sortez dans un autre passage sombre à l'intérieur de la montagne. Vous travaillez un quart de 8 heures à frapper le granit à la lueur de la lanterne, donnant 3000 coups, puis 4005. Ensuite, vous refaites le chemin à travers le tunnel de neige, prenez un repas de riz et de légumes verts dans une salle à manger sombre, et vous reposez sur des couchettes en bois,
répétant cette routine continuellement pendant des mois. La simple odeur en vaincrait plus d'un. Laine humide, individus non lavés entassés, fumée émanant des feux de cuisson, et l'odeur métallique acérée du granit, tout combiné. La poussière persistait dans les narines, mêlée à l'huile de lampe et à l'odeur âcre de la peur et de la fatigue. Il n'y avait ni douche ni bain, seulement de la neige fondue pour boire et un essuyage occasionnel avec un chiffon. L'isolement n'était pas la seule difficulté. Le froid était intense, avec des températures souvent inférieures à 0. La température la plus basse jamais enregistrée en Californie, moins 45 degrés, a été mesurée à Boca, à proximité, en 1937. Cependant, les ouvriers de 1867 manquaient de chauffage électrique et d'isolation moderne. Ils comptaient sur les feux de bois, les couvertures de laine, et les uns sur les autres. 3 hommes partageant une couchette, utilisant parfois la chaleur corporelle pour survivre aux nuits glaciales. Le travail exigeait une précision surprenante. Ce n'étaient pas des ouvriers sans réflexion qui brandissaient des pioches au hasard. Ils perçaient des trous à des angles précis pour maximiser l'effet de l'explosif. Le tunnel devait rester droit, rectiligne et de niveau. Lorsqu'ils ont percé depuis 4 fronts différents, l'alignement n'était décalé que de 2 pouces sur 16 059 pieds. C'est de l'ingénierie et du savoir-faire, une expertise développée par des mois de répétition. Mais la montagne les mettait constamment à l'épreuve, non seulement par le froid et la neige, mais aussi par le travail exigeant. La maintenance était un cauchemar. Les roulements de l'équipement devaient être graissés toutes les 6 heures à la main pendant que les machines tournaient. Le granit émoussait rapidement les forêts. Les supports en bois dans le tunnel nécessitaient une inspection régulière et un affûtage fréquent. Une seule poutre faible pouvait faire s'effondrer tout le plafond, et cela s'est produit plus d'une fois. Et puis, il y avait le bruit. Imaginez des marteaux de forgerons frappant du métal et de la pierre pendant 12 heures d'affilée, 24 heures sur 24, en 3 équipes, faisant résonner la montagne comme une cloche. Les coups de marteau noyaient les avertissements et les cris. Feu dans le trou! Avant une explosion ne pouvait être connu que par l'instinct et une vigilance constante. Ils devaient être prêts à s'échapper. Certains ouvriers sont devenus partiellement sourds. D'autres ont développé un sens aigu du danger, ressentant les changements de pression atmosphérique avant un effondrement et sentant la différence entre une roche stable et un granit fracturé, sur le point de s'effondrer. Nous savons ce qu'ils mangeaient. Les archéologues ont trouvé des vestiges au Camp Summit, des bols à riz en porcelaine, des pièces de monnaie et des pipes à opium. L'opium était légal à l'époque et aidait contre la douleur, le froid et l'épuisement. Ils ont apporté leur culture dans la montagne, maintenant les traditions vivantes dans la neige, célébrant le nouvel an chinois sous terre et honorant leurs ancêtres dans l'obscurité. Ce que nous ne savons pas, ce sont leurs noms. La centrale Pacifique n'a gardé aucun registre des ouvriers chinois, ne documentant ni qui ils étaient, ni d'où ils venaient, ni qui ils ont laissé derrière eux. Leurs lettres à la maison et leurs journaux intimes ont été perdus avec le temps, ou délibérément détruits. Mais nous savons ceci, ils n'ont pas abandonné pendant des mois. Ils ont continué le travail du tunnel, avançant pied par pied à travers un granit qui semblait impossible. Ils ont survécu à des hivers qui ont tué des dizaines de personnes et enduré des conditions qui ont chassé les ouvriers blancs en grand nombre. Pendant des mois, le rythme brutal et répétitif s'est poursuivi. La progression laborieuse continua jusqu'en juin 1867, quand la montagne fit couler le sang une fois de trop. Le jour où ils ont dit non, le 19 juin 1867, une explosion dans le tunnel tua un ouvrier blanc et 5 ouvriers chinois. Ce n'était ni le premier accident, ni le pire, mais ce fut le point de rupture. Le 25 juin 1867, 3000 ouvriers chinois répartis sur 30 miles de voies ferrées firent quelque chose qui choqua tout le monde. Ils arrêtèrent tous de travailler en même temps. C'était la plus grande grève ouvrière de l'histoire américaine jusqu'à cette époque, hautement organisée et non violente. Et elle mit un couteau sous la gorge de toute l'opération des Big Four. Les demandes qu'ils ont formulées étaient simples. Des salaires équivalents à ceux des travailleurs blancs, incluant non seulement le montant monétaire équivalent,
mais aussi le logement et les repas. Comme les horaires plus courts dont bénéficiaient les employés blancs, surtout dans les tunnels étroits et dangereux, ils cherchaient un meilleur traitement et un respect fondamental. Des éléments essentiels auxquels chaque personne a droit. Deux options s'offraient à Charles Crocker et Leland Stanford. Soit accepter les conditions, soit briser l'arrêt de travail. Ils choisirent cette dernière, suspendant toute livraison de nourriture et de ressources aux travailleurs chinois, dans l'intention de les forcer à capituler par la famine. Après une semaine et un jour, les travailleurs reprirent leurs tâches sans qu'aucune de leurs conditions ne soit satisfaite. Un seul changement émergea de cette confrontation. Quelques mois plus tard, l'entreprise augmenta discrètement le salaire des employés expérimentés, sans annonce publique ni reconnaissance de capitulation, simplement une modification tacite. Pourtant, le vrai triomphe résidait dans la grève elle-même, non pas le gain monétaire, mais le message qu'elle transmettait. Pendant 8 jours, 12 000 nouveaux arrivants chinois déclarèrent aux individus les plus riches de Californie: « Nous ne sommes pas des outils mécanisés. Nous ne sommes pas jetables. Notre besoin de vous est moindre que votre besoin de nous. » Leur affirmation était exacte. L'effort de construction dépendait entièrement de leur présence. L'ensemble du projet transcontinental reposait sur les travailleurs chinois. Les Big Four en étaient conscients, tout comme les travailleurs eux-mêmes. Pendant 1 semaine et 1 jour, cette prise de conscience modifia la dynamique du pouvoir. Cependant, il y avait des éléments que la grève ne pouvait pas changer. Le sommet, la saison froide, la pierre dure. Le tunnel du sommet fut achevé en août 1867. Plus de 15 mois de travail ininterrompu furent nécessaires. Le passage mesurait 1659 pieds, creusé manuellement à la perceuse et à l'explosif à travers un granit inflexible. Situé à une altitude de 7000 pieds, c'était le plus haut tunnel ferroviaire du monde. Le 18 juin 1868, le premier train de passagers le traversa, des spectateurs s'étant rassemblés pour observer l'événement. Ceux qui avaient proclamé l'exploit impossible regardèrent en silence alors que la locomotive émergeait de l'intérieur de la montagne. Le sifflement de la vapeur, la brume de fumée et le cri des freins démontrèrent que l'inaccessible n'était que difficile. À ce moment-là, le Central Pacific avait conquis la chaîne de montagnes. Le segment le plus difficile était derrière eux. Devant eux s'étendait le Nevada, plat et simple. La compétition continuait, mais le sommet avait exigé un lourd tribut. Les travailleurs qui sortirent de la Sierra n'étaient plus les mêmes que ceux qui y étaient entrés. Ils avaient fait leurs adieux à des camarades, sacrifié des doigts à cause des engelures, et souffert de pertes auditives à cause des martèlements incessants. Certains portaient les marques d'explosions survenues trop tôt. D'autres gardaient des souvenirs dont ils ne parleraient jamais. Quel fut le coup humain pour percer cette ouverture à travers le sommet? Le Central Pacific ne tenait aucune documentation. Il n'enregistrait pas les décès parmi les employés chinois. Des estimations prudentes situent le nombre entre 50 et 150 morts pendant tout le projet de construction de la Sierra. Des calculs modérés suggèrent que plus d'1 millier de travailleurs chinois ont péri. Une approximation haute indique 12. L'approximation maximale atteint 2000 ou plus. Il est documenté que les ossements de plus d'1 millier de travailleurs chinois furent transportés en Chine pour y être inhumés. Cette tradition avait une grande importance pour eux. Les proches couvraient les frais, envoyant les restes à travers l'océan Pacifique, permettant aux défunts de trouver la paix dans leur terre natale. On sait que la fonte printanière exposait des corps gelés en position debout. Saisissant leur équipement, nous sommes conscients des avalanches, des explosions et des chutes, mais leurs identités restent inconnues. Pendant ce temps, l'Union Pacific filait à travers les plaines. Les nouveaux arrivants irlandais et les anciens soldats de la guerre civile endurèrent leurs propres cauchemars. Des assauts des peuples Sioux, Arapaho et Cheyenne protégeant leur territoire. Un adversaire différent, mais tout aussi cruel. L'Union Pacific possédait des avantages que le Central Pacific n'avait pas. Un terrain plat, des conditions de construction plus simples, l'absence de sommets nécessitant des tunnels.
Absents également les hivers qui ensevelissaient les zones de travail sous 40 pieds de neige. À travers le Nebraska, le Wyoming et l'Utah, ils posèrent des voies sur des terrains ouverts et des sols difficiles, certainement pas aussi durs que le granit, et ils avancèrent rapidement. À l'été 1867, alors que le Central Pacific dynamitait encore le tunnel du Summit, l'Union Pacific avait déjà parcouru près de 4 fois plus de distance. La distance entre eux augmentait. Les Big Four accusaient un retard et perdaient de l'argent chaque jour. Pourtant, le Central Pacific avait dompté la montagne avec succès. Après avoir franchi la Sierra à la fin de 1867, la situation s'inversa. Les ouvriers du Central Pacific étaient experts en travail et en survie. Ils pouvaient déplacer de la terre et poser des rails à un rythme qui dépassait toutes les attentes. Après avoir passé des années à lutter contre le granit et la neige, le désert du Nevada semblait simple en comparaison. La rivalité s'intensifia. Les deux entreprises commencèrent à prendre des raccourcis, des ponts rapidement érigés et des voies insuffisamment nivelées. Tout pour obtenir des miles supplémentaires, des obligations fédérales et des concessions de terre. La qualité déclina, mais le progrès s'accéléra. Le 28 avril 1869, les ouvriers du Central Pacific installèrent 10 miles de voies ferrées en une seule journée. Cet exploit reste inégalé. Un défi à l'Union Pacific. Tu crois être en avance? Regarde ça. 10 miles en un seul jour. Considérez l'importance. Ils nivelèrent la plateforme et posèrent des traverses. 3000 traverses par mile, soit 30 000 au total. Ensuite, ils placèrent les rails, 56 livres par yard, et les fixèrent avec 400 crampons chacun, utilisant des milliers de tonnes. Ils appliquèrent du ballast sur 10 miles de voie entre l'aube et le crépuscule. Cet exploit logistique et physique n'a jamais été égalé. Au début de 1869, les deux entreprises n'étaient qu'à 4 miles l'une de l'autre. Toutes deux rivalisaient, construisant des plateformes parallèles et à certains endroits évitaient la convergence pour gagner des kilomètres supplémentaires. Le président Ulysses S. Grant leur ordonna de choisir un point de jonction ou de perdre les fonds gouvernementaux. Rapidement, ils désignèrent Promontory Summit dans le territoire de l'Utah, au nord du Grand Lac Salé. Le 10 mai 1869, à 12h47, le dernier crampon fut enfoncé dans la dernière traverse, achevant le chemin de fer transcontinental. Le temps de voyage transcontinental passa de 118 jours à seulement 6, et les coûts chutèrent de 1 000 $ à 150 $. Le pays exulta de joie. La nouvelle se répandit instantanément par télégraphe. Les cloches des églises sonnèrent de San Francisco à New York, et le continent fut uni. La photo emblématique de l'événement du Golden Spike montre des ingénieurs, des officiels et des ouvriers ferroviaires en liesse. Pas un seul ouvrier chinois n'apparaît, aucun, malgré le fait qu'ils l'aient construite. Ils avaient péri pour ce projet, perçant une montagne jugée infranchissable. Pourtant, ils furent omis de l'image, là où les géants se reposent. Le tunnel du Summit est aujourd'hui désert et silencieux. On peut marcher un quart de mile depuis une aire de stationnement sur Donner Pass Road, à l'ouest de Truckee, pour l'atteindre. En remontant le Pacific Crest Trail, vous le découvrirez. Les entrées est et ouest béantes, sombres et froides à l'intérieur. Le dernier train passa en 1993. Par la suite, tout le trafic fut redirigé ailleurs. Le tunnel 41, connu sous le nom de Big Hole, est un passage de 10 000 pieds construit en 1925 sous le mont Judas. Plus praticable, avec moins de neige et une plus grande efficacité, le tunnel original subsiste encore. 1659 pieds de granit taillés à la main. Les murs portent les traces du forage. Les empreintes où les marteaux frappèrent le fer et la roche, visibles à l'examen attentif. La cadence du travail est préservée dans la pierre. Si vous vous tenez dans ce tunnel aujourd'hui, vous pouvez encore le ressentir. Le froid, l'humidité, l'immense pression de la montagne au-dessus. En passant votre paume le long du mur, vous remarquerez les empreintes. Chacune représente un coup de marteau, 8 heures de travail et un fragment de l'existence d'une personne passée dans l'obscurité.
Il n'y a pas de panneau historique, pas de plaque commémorative. Rien n'indique qu'ici 12 000 hommes ont remodelé l'Amérique. Rien ne reconnaît que des gens ont perdu la vie ici. Le tunnel a été repris par des artistes graffeurs et des amateurs de sensations fortes. Les surfaces qui ont été témoins de l'histoire servent désormais de toile de fond pour la peinture en aérosol. En 2025, la Société américaine des ingénieurs civils l'a enfin reconnu comme monument historique national de génie civil. Plus de 150 ans de retard, mais au moins il a enfin reçu une reconnaissance. D'autres vestiges subsistent. Le mur chinois, ce mur de soutènement en pierre de 75 pieds de haut, minutieusement construit, existe toujours. Âgé de plus d'1 siècle et demi, il ne s'est pas détérioré. C'est du vrai savoir-faire, de la fierté dans son travail, construit pour durer, construit pour résister. Vous pouvez encore observer les pierres individuelles, chacune posée à la main, chacune s'emboîtant parfaitement avec sa voisine. Aucun mortier ne s'est effrité, aucune fissure ne menace de provoquer un effondrement. Juste de la pierre solide, retenant une montagne entière. Les tunnels 1 à 5 et le tunnel 13 restent opérationnels. Les trains de marchandises y grondent encore sur la voie 1. Les abris à neige qui n'ont pas été détruits par des avalanches ont finalement été remplacés par des structures en béton. Certaines de ces structures en béton subsistent encore. 37 000 ont été construits à l'origine entre 1867 et 1869. Les énormes galeries en bois, incroyablement coûteuses à entretenir, ont en grande partie disparu. Mais on peut encore en voir des sections le long de l'Interstate 80. Les galeries de béton gris protègent les voies des avalanches qui continuent de se produire chaque hiver. La dynamite a remplacé la technologie antérieure du dragon. Elle est devenue disponible en 1868, trop tard pour la Sierra, mais elle a complètement changé les méthodes de dynamitage. Puis vinrent les locomotives diesel, l'énergie électrique, les chasse-neige modernes, des matériaux améliorés, des tunnels plus profonds et des itinéraires plus sûrs. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu remplacer. Le Summit Tunnel a démontré que rien n'est impossible si l'on est prêt à en payer le prix. Il a montré que 12 000 immigrés utilisant des outils à main et de la nitroglycérine pouvaient littéralement déplacer une montagne. Le chemin de fer a tout transformé et a fait exister l'Ouest américain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Chaque pont au Nevada, chaque ville le long de la route, et chaque cité qui a émergé parce que le chemin de fer en a permis l'accès. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le Summit Tunnel, sans les ouvriers chinois qui ont manié ces marteaux. San Francisco, Sacramento, Reno, Salt Lake City, Denver, chaque ville de l'Ouest reliée par cette colonne vertébrale d'acier. Chaque ferme qui envoyait des produits vers l'Est, chaque mine d'argent qui a transporté du minerai au marché, et chaque colon qui a voyagé vers l'Ouest pour réclamer des terres. Chaque fortune créée, chaque ville établie. Tout cela rendu possible par des hommes qui ont foré le granit dans l'obscurité. L'effet fut immédiat et énorme. Dans les 5 ans suivant son achèvement, des milliers de villes ont émergé le long de la route. Les terres qui n'avaient aucune valeur agricole sont devenues précieuses, et le bétail pouvait être expédié à Chicago en quelques jours plutôt qu'en mois. Les fruits frais de Californie atteignaient New York avant de se gâter, et le coût des produits manufacturés dans l'Ouest a chuté de 70%. L'Ouest est devenu accessible, habitable, est devenu une partie de l'Amérique. Pourtant, le pays a tenté de les oublier seulement 13 ans après l'achèvement du chemin de fer. Le Congrès a adopté la loi d'exclusion des Chinois de 1882, qui a interdit l'immigration chinoise pendant 10 ans, puis l'a prolongée et rendue permanente. Cela a entraîné de la violence. Plus de 200 incidents en Californie seulement, y compris des raids, des lynchages et des déplacements forcés. Les hommes même qui ont construit l'épine dorsale de l'Amérique ont été chassés, battus et rayés de l'histoire. Pendant un siècle, l'histoire du chemin de fer transcontinental mentionnait à peine les ouvriers chinois. Les 4 grands ont reçu tout le crédit, et Leland Stanford a utilisé sa fortune ferroviaire pour fonder une université. Les ingénieurs, les investisseurs et les contremaîtres blancs ont obtenu la reconnaissance, pas les hommes qui l'ont réellement construit et ont donné leur vie.
Ce n'est qu'en 2019, le 150e anniversaire, que des efforts significatifs pour les reconnaître ont commencé. Le projet des travailleurs chinois du chemin de fer a été initié par l'université de Stanford, les chercheurs commençant à documenter les rares preuves survivantes. Au camp Summit, des archéologues ont mené des fouilles, découvrant des bols en porcelaine et des pipes à opium, la preuve que ces travailleurs existaient et étaient importants. Pourtant, leur nom nous reste inconnu. Le Central Pacific a détruit ou égaré la plupart de ses archives. Lettres envoyées chez elle, journaux intimes, tout a disparu. Que ce soit par suppression intentionnelle ou perte négligente, nous ne le saurons jamais. Ce qui reste, c'est le tunnel. 1659 pieds de granit. Un exploit impossible. Sur un quart de maille de forage sans visibilité, il n'y a eu qu'une erreur d'alignement de 2 pouces. On sait que 12 000 hommes ont accompli cela en utilisant des marteaux, de la nitroglycérine et leurs mains nues. Lorsque vous contemplez le barrage Hoover, vous percevez du béton. Cependant, ce n'est pas simplement un barrage. Il se dresse comme un monument aux hommes qui avaient foi qu'il pouvait contenir une rivière. Le tunnel du sommet est analogue. C'est plus qu'un simple passage à travers une montagne. Il démontre que l'impossible est simplement coûteux et que le courage et la force physique peuvent vaincre la roche. Le dragon demeure. La Sierra Nevada est inchangée. 7000 pieds de granit, tout comme en 1867. Les hivers continuent de déposer 40 pieds de neige et les avalanches tonnent encore sur les flancs des montagnes. La montagne n'est pas devenue plus douce, n'a pas pardonné, n'a pas oublié. Pourtant, nous n'avons plus besoin de la combattre. Nous avons maintenant le tunnel 41, l'Interstate 80, des chemins plus sûrs et des itinéraires plus pratiques. De leurs actions, nous avons tiré des connaissances et sur ce qu'ils ont démontré comme réalisable, nous avons construit. Le tunnel du sommet repose maintenant en silence, prêt. Le granit conserve la mémoire. Les murs continuent de porter les marques. De telles choses ne sont plus fabriquées de cette manière, ni les tunnels, ni les hommes.